C'est ce qui démontre un peu l'importance des adaptations ou des réécritures. Vous connaissez à peu près tous La Belle et la Bête, qui est devenu un classique. On dit des classiques qu'on les connaît sans les avoir jamais vraiment lus. C'est ce qui arrive beaucoup avec les œuvres de littérature jeunesse, en fait. Ce sont des œuvres qu'on connaît, mais les adaptations, les réécritures, c'est souvent la première façon et souvent la seule par laquelle on était en contact avec ces œuvres-là. Et c'est en relisant finalement des versions originales des classiques de littérature jeunesse que je me suis penchée sur cette littérature-là. Et j'ai découvert des choses très étonnantes, comme le fait que Pinocchio, dans l'œuvre de Collodi, en fait, est mort durant son histoire. Il s'est fait pendre par des brigands, il s'est fait battre à plusieurs reprises dans l'histoire. C'est un pantin absolument détestable, d'ailleurs. La Belle au bois dormant, après s'être mariée avec le prince, il y a une deuxième partie du conte qui est souvent oubliée, dans laquelle on apprend que la belle-mère de la Belle est une ogresse et qu'elle va tenter de dévorer les enfants de la Belle au bois dormant, pardon. Et on ignore souvent aussi que... Je vais tout détruire vos souvenirs d'enfance. On ignore souvent aussi que la petite sirène, en fait, lorsqu'elle devient humaine, lorsqu'on transforme sa queue de poisson en jambe, c'est terriblement souffrant pour elle de marcher sur ses pieds. Elle danse et elle dit que c'est comme marcher sur des lames. Et à la fin, elle ne marie pas le prince. Elle doit le tuer avec un poignard, mais elle refuse. Donc, c'est elle qui meurt. Je viens de défaire vos idées de la littérature jeunesse. Mais c'est ce qui rend la chose d'autant plus intéressante parce que ces classiques-là, ils ont été adaptés et c'est à peu près la seule chose qu'on connaît aujourd'hui. On connaît seulement les adaptations, les réécritures. Le titre de mon mémoire, La perception de l'enfance dans les transpositions en album illustré de La Belle et la Bête, c'est très long, comme beaucoup de titres de mémoire, mais c'est un titre de travail parce que chacun des morceaux de ce titre-là est essentiel, je crois, et je vais vous le décortiquer en fait. C'est comme ça que je vais vous présenter mes travaux. Donc, je vais vous parler un peu dans le désordre de la transposition en premier, de la perception de l'enfance, de l'album illustré, puis je vais faire une conclusion rapide sur La Belle et la Bête. Comment? Non. Donc, qu'est-ce qu'une transposition? Premièrement, je vous parle beaucoup des adaptations, de réécriture, tout ça va se chevaucher, mais le terme plus précis que je vais employer, c'est la transposition. Ça vient en fait de la typologie de Gérard Genette qui parle de toutes les formes d'hypertextualité, donc les relations entre un texte et sa réécriture, entre un texte et son adaptation. Il y a enfin une typologie donc, qui parle de toutes sortes de types d'hypertextes. La parodie, j'oublie tout le temps le pastiche. Il en existe de toutes sortes. La transposition, c'en est une. Qu'est-ce que c'est, pour résumer grossièrement le phénomène? C'est une forme de réécriture qui se veut plutôt fidèle. Donc, on ne veut pas aller dans quelque chose de très créatif, de très, très différent de l'œuvre originale et qui a une visée sérieuse. Donc, la parodie, on serait dans l'humour, tandis que si on fait une transposition de La Belle et la Bête, on va rester dans un registre sérieux. Des transpositions, il y en existe des panoplies en bibliothèque, en librairie. On voit beaucoup d'autres formes aussi. Mais les transpositions, il en pleut. Moi, j'en ai répertorié une vingtaine à peu près dans les 10 dernières années qui ont été distribuées, donc qui sont disponibles au Québec. Mais il y a également l'œuvre originale qui est évidemment rééditée et qui a été illustrée, qui est présente dans l'album illustré aussi. Ce qui mène à une question toute naïve qui est pourquoi est-ce qu'on lit les deux versions? Pourquoi est-ce qu'on lit encore l'œuvre originale aujourd'hui? Pourquoi on la fait lire aux enfants et pourquoi lire celle-là plus qu'une adaptation ou pourquoi lire une adaptation plus que l'œuvre originale? Ce qui nous ramène au concept d'un classique. Pourquoi lit-on encore les classiques de littérature jeunesse? Ça revient un peu à ce dont je vous parle. Mais il y a deux choses qui reviennent. Je parle de classiques, je vais vous parler plus de contes aujourd'hui, plus spécifiquement de La Belle et la Bête. On dit souvent que les contes classiques vont traverser les âges parce qu'elles portent des valeurs universelles et parce qu'elles font partie d'un patrimoine littéraire qui a été adopté par l'institution, qui a été reconnu et qu'on veut transmettre à la jeunesse. Un bémol sur chacun de ces points-là. Il y a un certain paradoxe, il y a une certaine curiosité par rapport au patrimoine littéraire. Il faut comprendre que la littérature jeunesse, elle est définie par son lecteur. Contrairement à toutes les autres littératures, elle est destinée à un lecteur spécifique. C'est sûr qu'elle peut être lue par les adultes, mais le lecteur est toujours pris en considération durant l'écriture de la littérature jeunesse. Mais par contre, son patrimoine littéraire a été décidé par des adultes. Toute la littérature jeunesse est écrite et gérée et régie par des adultes. Deuxième chose, les valeurs universelles. C'est sûr que si on fait l'analyse des contes, on va aller chercher un propos qui est universel. Mais lorsque je parlais de la question de relire l'original ou relire une adaptation, c'est là qu'on peut voir qu'il y a des contes qui ont vieilli. Je vous fais un résumé de Barbe Bleue.
sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler l'année passée. Pour vous rafraîchir la mémoire, c'est un conte de Charles Perrault. Grosso modo, c'est l'histoire d'une femme qui se marie avec Barbe Bleue. Barbe Bleue, il y a eu de nombreuses ex-femmes qui sont disparues mystérieusement. Et il part, à un moment donné, il laisse une clé à sa femme en lui disant « C'est une clé qui ouvre une porte dans ma maison, surtout n'y va pas ». Et la femme transgresse la règle. Comme beaucoup de contes, ce sont des histoires de transgression. Donc, elle va ouvrir la porte, rentrer dans la pièce et découvrir là les cadavres de toutes les ex-femmes de Barbe Bleue. Lorsque le mari revient à la maison, il se rend compte de ce qui est arrivé et va menacer de mort la protagoniste, qui n'est jamais nommée, on ne connaît jamais son nom, qui va être sauvée finalement in extremis à la fin du conte par ses frères qui vont tuer Barbe Bleue. Morale de l'histoire, les femmes sont bien trop curieuses. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Donc, est-ce qu'on veut vraiment lire ça aux enfants? Est-ce que présentement, c'est encore une bonne idée de le faire? Est-ce que le propos est encore universel? Comme je vous dis, c'est sûr que si on creuse, si on fait l'analyse, si le parent fait un excellent travail de conteur et d'adaptation orale, il y a une matière à le relire, mais c'est sûr que ça crie « Mon Dieu, adaptez-moi ». Barbe Bleue, mais bien d'autres contes aussi, comme je vous dis, ont vieilli d'une certaine manière et ont été critiqués de nombreuses fois. Jack Zipes, qui est un professeur américain qui a beaucoup travaillé sur les contes, résume le phénomène en disant que les contes sont sexistes, racistes et autoritaires. C'est pas sa position à lui, mais il résume toute la critique qui est faite aux contes classiques. On dit aussi qu'ils vont refléter les idées de société patriarcale et semi-féodale. Bon, je vous ai fait un peu la démonstration avec Barbe Bleue. Mais un avantage du conte, quand je dis ça crie, adaptez-moi, Marc Soriano, qui est un grand spécialiste de Charles Perrault, dit que ce qui est bien heureux, c'est que le conte est un matériau malléable et capable de se plier. Vous le savez, probablement, les contes, avant d'être mis sous forme écrite, étaient des contes oraux. Donc, il y a déjà eu de génération en génération, de bouche à oreille, en se faisant raconter de nombreuses transformations. On dit d'ailleurs que La Belle et la Bête viendrait à l'origine d'un mythe grec, le mythe de Psyché, qui donc a traversé les années pour devenir La Belle et la Bête. Donc, il y a une possibilité d'adapter, mais il y a certains dangers aussi. Marc Blanchet souligne, il parle du patrimoine littéraire et il dit « Chacun peut s'en saisir sans contrepartie financière », très important, puisque lorsqu'un classique est élu classique, généralement l'auteur est mort depuis 50 ans, donc il n'y a plus de droit d'auteur associé. Pour des maisons d'édition qui veulent publier des livres pour enfants, qui peuvent réutiliser des œuvres qui sont déjà cherchées par des parents qui veulent transmettre un patrimoine littéraire, c'est une vache à lait. Mais c'est très facile de s'en saisir sans contrepartie financière et sans entrave morale, sans respect d'aucune règle de quelque nature qu'elle soit, et donc évidemment de mal adapter l'œuvre, de la réécrire d'une façon maladroite, donc d'amener une certaine perte. Et cette perte-là, souvent, elle va être faite au profit du côté didactique de l'œuvre. Donc, on va les rentrer dans des cours à l'école primaire, on va en faire des ouvrages très pédagogiques, ou encore de son potentiel commercial. Évidemment, on pense à La Belle et la Bête, adaptation de Disney, sous-produit, vous voyez vers quoi ça peut mener. Donc, il y a une possibilité de faire une adaptation, mais c'est très important de bien la faire. Pourquoi faire une adaptation, une transposition? Mais c'est sûr qu'à l'époque de La Belle et la Bête, on écrivait pour les enfants. Aujourd'hui, on écrit encore pour les enfants. Donc, est-ce que les enfants ont vraiment changé? Ou est-ce que ce ne serait pas notre perception de l'enfance qui aurait changé? Donc, qu'est-ce qu'un enfant? Je viens de vendre un peu la mèche. Nathalie Prince, que j'ai lu au tout début de mes études ici, c'est elle qui m'a amené un peu l'étincelle de ce projet-là. Elle fait tout un ouvrage qui s'appelle « La littérature de jeunesse pour une théorie littéraire » où elle résume des grands concepts. Et à la fin de son chapitre sur l'histoire, elle démontre qu'il y a un parallèle très important à faire entre la littérature jeunesse, la production des livres en littérature jeunesse et la perception de l'enfance, les concepts autour de l'enfance, autour de la pédagogie. Donc elle dit, cette littérature, donc la littérature jeunesse, destinée, ne peut émerger qu'au moment où l'enfant devient un concept ou l'objet d'un sentiment et d'une considération particulière. Et je postule que cet enfant-là qu'on imagine, on pourrait le percevoir si on fait une analyse du lecteur modèle. Je vous donne un exemple très simple.
À une certaine époque, on considérait que l'enfant pouvait être un petit adulte qui avait besoin d'apprendre la morale pour savoir comment se comporter en société. On va lui présenter des œuvres à caractère moral. Donc, il va y avoir des traces textuelles pour démontrer cette volonté-là. Si on pense que l'enfant est une personne délicate qu'il ne faut surtout pas brusquer, ben on va lui présenter des œuvres qui évitent d'aborder des thèmes durs, tels que Barbe Bleue. Donc, vous voyez un peu le parallèle entre les deux et vous voyez comment la théorie du lecteur modèle de Eco peut entrer en jeu à l'intérieur de ça. Donc, le lecteur modèle, ça va être plus mon approche du texte, sauf que puisque je travaille sur des albums illustrés, vous voyez qu'il y a un deuxième vecteur d'information qui est l'image, très important. Un album illustré, qu'est-ce que c'est? Sophie van der Linden, qui a écrit plusieurs livres sur l'album illustré, définit l'album, parce que l'album illustré serait comme un sous-genre, si on veut, l'album comme un support d'expression dont l'unité première est la double page sur lequel s'inscrivent en interaction des images et du texte, en interaction, très important, et dont l'enchaînement de page en page est articulé. On va souvent dire à tort que l'image dans un conte va être décorative ou qu'elle va être à valeur pédagogique, donc elle va permettre à l'enfant d'avoir un visuel, un référent visuel d'un mot de vocabulaire, par exemple, puis lui apprendre à lire le vocabulaire pour plus tard lire une littérature supérieure qui serait une littérature sans image. Ce qui n'est pas le cas du tout parce qu'on le sait, on a parlé de toutes sortes de formats aujourd'hui où le visuel est très parlant et très, très important. La question devient encore plus sensible dans un album illustré ou encore pire, dans une adaptation d'un conte classique où le texte est tellement essentiel qu'on a l'impression que l'image redevient, décoratrice, devient inutile. Mais dans un album illustré, la narration est dominante, l'image est subordonnée, mais l'image parle énormément, l'image apporte un commentaire très, très important. Il y a beaucoup de... Ça, j'étais très contente, on parlait de pénurie de chercheurs dans le milieu, mais énormément de gens qui se sont penchés sur l'illustration. Il y a d'ailleurs une espèce de guerre de typologie. Personne ne s'entend sur la bonne façon d'analyser l'image en album illustré. Mais on peut lui faire dire absolument toutes sortes de choses. L'image peut appuyer le texte, elle peut contredire le texte, elle peut apporter du suspense. Je vais vous montrer des exemples après. Elle peut rappeler les événements qui ont eu lieu ou donner des indices des événements à venir, donc servir d'analepse ou de prolepse. Je vous ai parlé du référent visuel aussi pour expliquer des mots de vocabulaire. Et elle peut puiser aussi dans du vocabulaire d'autres médiums, d'autres arts. Sophie van der Linden parlait qu'on peut analyser un album illustré avec la terminologie cinématographique. Des fois, on peut faire des parallèles avec la bande dessinée. On parlait tout à l'heure, Jasmine parlait de séquence, c'était le mot que je cherchais pour... Où est Jasmine? Dans le fond, tu parlais de séquence en photo, ça décrit exactement ce que vous allez avoir sous les yeux dans une seconde. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut dire à propos de l'image. Je vous montre quelques exemples. Dans cette adaptation-là, illustrée par Delphine Baudet, l'adaptateur n'est même pas nommé. En fait, ça arrive très souvent, comme si ce n'était pas important. L'image, je vous résume le texte rapidement, mais c'est le moment de la transgression. Les contes, c'est souvent des histoires de transgression, où le père va cueillir une rose dans le jardin de la bête, et là, la bête va arriver, va être en colère, et le menacer de mort. Donc, dans le texte, c'est sûr qu'on a la voix de la bête, on a des dialogues, donc on l'entend parler, mais il n'y a aucune description physique de la bête. Il n'y en a aucune non plus dans l'œuvre originale, dans l'œuvre de Beaumont. Et dans le visuel non plus. On n'a aucune idée physique de ce à quoi ressemble la bête, mais on a de nombreux indices pour gonfler ce personnage-là, pour le rendre très impressionnant. Premièrement, par une série d'appendices qui représentent la bête. Donc, on voit un peu les roses qui ont l'air un peu menaçants, qui ressemblent à des ronces. Le motif ressemble un peu aussi dans le haut de... J'oublie toujours ce mot-là. Dans l'arche? Oui, dans l'arche, si on veut. Il y a une double contre-plongée aussi. Le point de vue du lecteur voit le père en contre-plongée, qui lui voit la bête en contre-plongée. Le ciel est menaçant. Donc, finalement, on a à la fois un effet de suspense qui donne envie d'accélérer, de tourner la page rapidement pour voir finalement quelle est cette bête terrifiante. Et on a l'effet aussi de reléguer un devoir au lecteur de s'imaginer la bête. Et on sait qu'une imagination d'enfant peut partir dans des sens... peut imaginer quelque chose de sûrement plus terrifiant que vous et moi.
Deuxième exemple, je vous parlais qu'on peut utiliser le vocabulaire cinématographique. Regardez comment la première planche en haut ressemble. C'est une pause narrative, littéralement. Il n'y a pas de texte, on n'a que ça. C'est une pause narrative où on a ce qui est finalement un plan d'ensemble, qui est très, très vaste, qu'on peut regarder, qu'on peut analyser des yeux longuement, qui donne une impression d'immensité du château, qui est complètement illuminé. Puis dans là, je ne sais pas si vous voyez, là, ça doit être petit, probablement en dessous, mais ce qui ressemble, n'est-ce pas, à une séquence photographique. Moi, je parlais de planche contact photographique, où on a à la fois un travelling avant. Regardez comment le point de vue au début est derrière les carreaux de la fenêtre et ça avance tranquillement vers le père, qui vient vers nous. Le père qui est au fond, qui est comme une petite tache de vie, qui est la seule chose de vivante dans le paysage hivernal, mais plus il s'approche, plus on voit qu'il est en noir et blanc, donc il est vide de vie, il est gris. Et il vient finalement au premier plan en insert, parce qu'on reconnaît là des plans cinématographiques, le plan d'ensemble, le plan pied, le plan, mon Dieu, le troisième à partir de la fin, j'oublie, le plan moyen, voilà, le plan poitrine, l'avant-dernier et l'insert. Donc on voit une série de plans et il y a la rose à la fin qui est le seul élément de couleur, donc voyez-vous, vous et moi on pourrait analyser cette image-là à l'infini, c'est loin d'être une image qui est décoratrice et inutile. Mais si on veut l'analyser au premier degré, tout ça est dans le potentiel, on n'est pas dans le lecteur réel, mais dans le lecteur modèle, donc qu'est-ce qu'un lecteur pourrait saisir de tout le potentiel de l'image ou du texte. Mais si on y va au premier degré, on peut tout simplement penser à l'image de la belle, par exemple. Je vous disais que la bête n'est jamais décrite dans l'œuvre originale, mais qu'on la voit souvent visuellement dans les adaptations. C'est la même chose pour la belle. Elle n'est pas décrite, mais on la voit un peu partout. Donc, qu'est-ce que chacune de ces belles-là pourrait décrire de ce qu'on veut enseigner aux enfants comme étant la beauté, comme étant un personnage féminin fort? C'est très, très différent d'un à l'autre. Et gardez ces images-là en tête. Là, je vais vous parler vaguement de la Belle et la Bête. Et pourquoi, en découvrant cette imagerie-là et en découvrant les adaptations, ça m'a mis la puce à l'oreille, ça m'a mis le goût de creuser la question. La Belle et la Bête, vous savez peut-être, sinon je vous rafraîchis la mémoire, une des versions, parce qu'il y en a plusieurs, mais une des versions qui a été conservée par l'histoire, c'est celle de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, qui était une Française, mais qui est partie enseigner en Angleterre à des jeunes filles de l'aristocratie. Et elle a écrit Le Magasin des enfants en 1757, qui est un ouvrage pédagogique qui raconte des histoires un peu à caractère moral, dont La Belle et la Bête. Contrairement aux contes de Perrault, qui s'adressaient d'abord aux adultes et qui ensuite ont été agrippés par les enfants, La Belle et la Bête s'adressait directement à un public d'enfants, ce qui rend encore plus intéressant l'évolution de la perception de l'enfance. Et on dit aussi que c'était une des premières œuvres féministes de la littérature jeunesse, parce que la Belle, malgré son nom, sa caractéristique principale qui est sa beauté, on dit aussi qu'elle est bien éduquée, elle a eu plusieurs maîtres, qu'elle lit beaucoup, qu'elle sait tenir une maison, contrairement à ses sœurs qui sont un peu paresseuses. On dit qu'elle est vertueuse, la fille dit qu'elle est vertueuse, elle sait bien s'exprimer, on le voit beaucoup dans les dialogues, elle est très adroite. Et elle prend ses décisions par elle-même, malgré ce que son père aimerait bien qu'elle fasse. Et dans les adaptations, malheureusement, il y a beaucoup de ces caractéristiques-là qui vont disparaître au profit de sa beauté. Donc, on avait un risque de perdre la qualité de l'œuvre pour un potentiel didactique ou commercial. Je vois un peu ça apparaître au fil de mes recherches. Voilà, l'année prochaine, j'aurais creusé la question plus longuement et je pourrais vous en parler davantage. Merci.